Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine. Qui sont les candidats à la mairie des Éboulements? On fait le point avec la députée Caroline Desbiens. Encore 2 féminicides en une semaine au Québec. Le centre de l'émeute de Charlevoix est à la recherche de repreneurs. Et 170 agneaux voient le jour à la ferme Éboulemontaise. Bonne émission. La campagne électorale est lancée aux Éboulements. Les citoyens devront voter le 16 juin prochain et choisir qui d'Emmanuel Deschênes ou Jean-François Larocque prendra le siège de maire. Notre nouveau journaliste Mathieu Larivière les a rencontrés. Les candidats ont tout d'abord été interrogés en lien avec leur motivation personnelle. Ils nous ont témoigné des raisons qui les ont poussés à déposer leur candidature pour le poste de maire. Le timing. Je n'étais pas parti pour ça, mais dans la vie, il y a des timings qui font en sorte que l'appel nous... il y a comme un appel qui se fait, puis le timing de la démission du maire Tremblay, bien, c'en est un. L'autre affaire aussi, c'est que j'avais comme pris un pas de recul sur la vie publique avec mon élection perdue en 2021, puis avec la fin de mon mandat au niveau du syndicat. Ça date pas d'hier. Ça fait quelques fois que je m'informe. J'ai déjà posé des questions à la municipalité, pas les dernières élections, les autres élections d'avant concernant la définition de tâches du maire. Ça représentait combien d'heures et tout ça. Les réponses à l'époque avaient été floues. Il n'y avait pas vraiment, je pense, de définition de tâches déjà d'établie. Alors, mais tu sais, ça me trottait dans la tête. Là, j'ai l'occasion de le faire. Comme je dis, j'ai un horaire qui est facilement variable. Malheureusement, Pierre est parti. Mais là, c'est un mandat qui est un peu plus court, qui va me permettre de voir comment ça s'oriente. Comme je dis toujours, je n'ai pas l'intention de faire le travail seul. Il y a une équipe qui est là, qui est en place, qui fait déjà un bon travail présentement, même depuis que Pierre est parti. Ils se sont restructurés, réorganisés. Moi, mon intention, c'est pas de prendre la place de personne, c'est juste de chapeauter, d'orienter. Avec l'expérience que j'ai dans plusieurs domaines, c'est d'essayer d'aider, de conseiller et de travailler avec les gens. Messieurs Deschênes et Larocque nous ont également fait part des enjeux qu'ils prioriseront s'ils sont élus maires, ainsi que de leur vision élargie pour l'avenir du village des Éboulements. Bien, les enjeux, ça va être plus au prochain mandat, parce qu'on s'entend que le mandat en cours, tu sais, quand tu arrives à 1 an et demi de la fin du mandat, bien, tu t'imprègnes plus des dossiers qui sont présents. Mais moi, ce que je vise, dans le fond, si on se rapporte en 2025, moi, en 2025, je veux créer pour la prochaine année et demie un engouement pour la politique municipale. Je veux qu'aux prochaines élections, qu'il y ait 7 postes en élection. Pas du monde élu par acclamation depuis des années. Je veux vraiment qu'il y ait 7 postes, puis avec le poste du maire aussi, puis les 6 conseillers, qu'il y ait des élections, qu'il y ait un dynamisme, qu'il y ait un renouveau au conseil. Puis je me donne 1 an et demi pour faire cet appel aux gens. OK. Après ça, puis en 2025, si je reporte ma candidature, on verra, là. Mais moi, c'est sûr et certain que je veux axer... J'ai 2 axes que je veux axer. C'est l'entretien des chemins. Ça commence à être laborieux, tu sais, je veux dire, on se promène dans le village, bien pas dans le village, mais dans les reins, là, puis je pense qu'il y a un petit peu d'argent à mettre là-dessus, puis aussi développer le pôle de la patinoire. Comme je disais antérieurement, Saint-Hilarion, ils ont un chalet des sports. Je suis jaloux de ce chalet des sports-là. Bien, il y a plusieurs choses sur lesquelles je vais m'attaquer. Il y a plusieurs dossiers qui sont en marche que je veux prendre possession et voir où c'est rendu, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça avance, parce qu'il y a des dossiers qui traînent depuis des siècles. Puis je veux à un moment donné que ça se close. La côte à Godin, le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive, ça c'est du long terme, mais la côte à Godin, ça fait des années que ça brasse, mais qu'il ne se passe pas grand-chose. Je sais qu'il y a des subventions, en tout cas, il y a eu des pourparlers dernièrement que j'ai besoin de savoir où ça en est rendu. La problématique des taxes, l'évaluation municipale, ça, c'est un des dossiers chauds. L'année passée, il y a eu des rencontres à la municipalité, quelques rencontres. Ça a brassé beaucoup. Les agriculteurs, même moi, j'ai des terres agricoles, on a eu des augmentations faramineuses. C'est pas parce qu'une personne va payer une terre à 1 million que toutes les terres autour valent 1 million. Il y a des promoteurs dans ça, les résidences, il y a des gens qui arrivent de Montréal, qui ont beaucoup d'argent en poche, qui
que ça ne leur dérange pas de payer un bon prix pour une maison qui leur plaît, bien, ça ne veut pas dire que les voisins sont à vendre puis que la maison voisine vaut le même prix. Fait que moi, dans ma tête, on est en 2024, la structure d'évaluation doit être modifiée. Fait que je ne sais pas si je sais que c'est provincial. Est-ce qu'on a un mot à dire? Est-ce qu'on est capable de faire des choses là-dessus? Ça, je vais le travailler, ce dossier-là. Mais moi, dans ma tête, quand une personne paye 600 000 pour une maison ou 500 000, peu importe le prix qu'il paye, l'année suivante devrait être évaluée au prix qu'il a payé parce qu'on perd des taxes. Oui. Ces taxes-là doivent être récupérées. Le reste de la population ne sont pas à vendre. La journée qu'ils vendront, il y aura une évaluation plus élevée, mais ils devraient suivre le coût de la vie à ce moment-là comme augmentation de taxes municipales et non subir la conséquence des gens qui arrivent et qui payent des gros prix là, sur leur propriété et que ça déteint sur tout le voisinage. Le poste de maire consiste à défendre les droits des citoyens et à organiser des activités pour la population. Cette fonction implique également à prendre des décisions qui ne font pas toujours l'unanimité. Est-ce que les candidats pensent avoir l'expérience pertinente et les reins assez solides pour mener à bien le mandat de maire? Écoutez, les reins, je crois que oui. Mon passé antérieur m'a démontré que j'étais capable de prendre la pression. Avez-vous des exemples d'implication dans la communauté, d'expérience académique ou professionnelle qui démontrent que vous avez acquis un bagage intéressant à apporter à la mairie? J'ai, dans mon bagage personnel, dans les 10 dernières années, on a mené des combats, parce que moi, je suis un ancien représentant syndical. Ouais. Puis, pour ceux qui suivaient les médias, on a fait la transformation des horaires de travail dans Charlevoix, au niveau des paramédics, là, pour donner un service 24 heures sur 24 pour que le temps réponse aille à 1 minute pour laisser un appel. Ça, c'est un combat qu'on a mené avec du côté politique, du côté représentation. Puis pour en venir à la finalité que dans Charlevoix, présentement, de Petite-Rivière-Saint-François à Baie-Sainte-Catherine, bien, la population était servie là, comme si on serait en ville. Puis ça, c'est un combat que j'ai mené au niveau du syndicat, puis j'en suis fier. Après ça, le deuxième combat qu'on a mené, c'est que moi, en 2016, j'ai décidé, toujours en lien avec le syndicat, on a créé une fondation pour amener des défibrillateurs, implanter des défibrillateurs dans Charlevoix. On est parti d'un défibrillateur en 2016 qui sont dans les communautés. On est rendu à 42 défibrillateurs. 42 défibrillateurs répartis sur le territoire de Charlevoix. Ça fait la région au Québec là, où il y a le plus de défibrillateurs par habitant. On se compare quasiment à la ville de Seattle là, aux États-Unis. Ça c'est un service à la population. C'est un service à la population qui a amené des tractations pour en arriver à ça. Okay. Pour te donner un exemple, là, il y a même un défibrillateur à la Pouvoirie du Lac-Moreau qui est à l'extrême nord de Charlevoix. Là, okay. Pour te montrer comment est-ce qu'on en est. Là. Fait que même si c'est à 381, là, il y a 3 défibrillateurs à 381. Fait que c'est assez impressionnant. Je suis dans l'immobilier, ça fait 32 ans. Je suis président aussi du comité des loisirs des éboulements depuis quelques années. J'organise déjà beaucoup d'activités, des activités pour les jeunes, des activités pour l'ensemble de la population. On fait des levées de fonds aussi qu'on redonne au Calme Manoir, Maison des jeunes. On a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille. Point de vue, prendre des décisions, je pense pas que j'ai de difficultés à trancher. Mais comme je dis, je ne trancherai pas toute seule. C'est que suite à une discussion, suite à des négociations, tout le monde ensemble, bien, on va trancher sur des décisions fermes qui vont nous amener à un nouveau projet ou quoi que ce soit. Mais comme je dis, je ne peux pas prendre des décisions toute seule. Oui. Mais à un moment donné, s'il y a une décision à prendre, qu'on n'a pas le choix, je vais être le seul à dire, bien, tout le monde a voté puis que le vote est nul, bien, moi, mon opinion va compter, mais je vais prendre une décision à ce moment-là. Au cours des dernières semaines, le thème de la jeunesse s'est invité dans cette campagne électorale. Les candidats ont tous les deux intégré cette thématique dans leur discours. Nous leur avons demandé de fournir des exemples concrets de dossiers concernant la jeunesse auxquels ils s'intéressent et de préciser leur vision à ce propos. La jeunesse, c'est pas compliqué, c'est que il faut ramener le côté politique municipal en avant-plan. Il faut inciter les jeunes. Quand je dis les jeunes, c'est large. Là, c'est inculquer un vent de renouveau. C'est plus ça le côté jeunesse. C'est un vent de renouveau au conseil municipal. Moi, ce que je veux, c'est vraiment là, qu'aux prochaines élections, là,
qu'il y ait 7 postes en élection. De l'initiative. De l'initiative. Puis moi, je me donne 1 an et demi là, pour démontrer qu'avec de la volonté, on s'implique puis on veut faire la différence. Parce que, tu sais, j'ai beau dire que je vais amener n'importe quoi, tu sais, en jeunesse, mais le maire, là, il est juste ça pour trancher. Hein. C'est les décisions, elles se prennent au conseil municipal. C'est les 6 conseillers qui décident. Le maire, il est juste ça pour trancher d'un côté ou de l'autre, là. OK. Ou utiliser un droit de veto. Fait que, mais c'est vraiment d'amener une nouvelle dynamique pour que ce conseil-là vont amener ce que c'est qu'ils veulent. L'innovation. L'innovation. Moi, je peux m'orienter n'importe quoi, mais si le conseil ne veut pas, on n'est pas plus avancé. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment créer un dynamisme pour arriver à amener un renouveau pour les prochaines élections. C'est pas les dossiers en tant que tels, c'est plus la vision. Quand je parle de jeunesse, je suis quand même pas si jeune que ça, là, je vieillis, là. Mais c'est plus la vision, la réalité dans laquelle on vit actuellement. Je ne suis pas retraité, puis j'en ai encore pour plusieurs années avant d'être retraité. Fait une personne retraitée, il y a beaucoup de maires, je ne vais pas parler en mal contre personne, il y a plusieurs personnes qui ont des postes de maire qui sont des personnes retraitées. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement toujours la même vision quand on est à la retraite que quand on est encore sur le marché du travail. Fait qu'il y a des dossiers sur lesquels, on verra lesquels, mais il y a des dossiers sur lesquels il faut pousser justement à développer des choses, tandis qu'une personne peut-être à la retraite va moins avoir tendance à vouloir développer, exemple, peut-être le côté industriel ou le développement domiciliaire. Ou, il y a des choses qui doivent avancer pour faire grossir et amener la jeunesse dans la municipalité, pas que les gens s'exilent de la ville. On veut des gens qui restent. Puis présentement, la municipalité des Éboulements, on est en croissance, ce qui est une très bonne nouvelle. Le vote par anticipation aura lieu le 9 juin et l'élection officielle le 16 juin. La saison estivale arrive à grands pas et avant que la période des vacances ne s'amorce, nous avons pris un moment pour nous mettre à jour sur les dossiers du Bloc québécois avec la députée Caroline Desbiens. J'accueille maintenant la députée Caroline Desbiens pour faire le tour des dossiers. Caroline Desbiens, bonjour. Bonjour. Caroline Desbiens, j'aimerais d'abord savoir, vous êtes vice-présidente du Comité des pêches à Ottawa, vous êtes une résidente également de l'île aux Coudres. Pouvez-vous nous parler un petit peu du Caplan? Est-ce que ça roule? L'avez-vous entendu parler? Le Caplan ne roule pas fort. Il a déjà roulé moins fort que ça l'année passée. Il y en a un petit peu dans les pêches cette année. Ce qui est important, c'est qu'on a réglé la problématique de date. En fait, c'était ça qui était l'enjeu il y a 2 ans. Et donc, je pense que le gouvernement a compris, le ministère Pêche et Océan a compris qu'il fallait pêcher le Caplan quand il roulait, quand il passait. On ne pouvait pas décider que le Caplan ouvrait telle date, fermait telle date, parce que la nature a plus de mystère que ça. Donc, ça, c'est réglé jusqu'à un certain point. Maintenant, ce qui n'est pas réglé, c'est la pollution, c'est le déséquilibre au niveau de la température de l'eau, de l'acidité. Peut-être que c'est là qu'on a un enjeu, mais c'est sûr que la population, la biomasse a baissé. On est inquiet. Il y en a un peu plus cette année. Donc, voilà. Par contre, les belugas ont fait une belle valse devant chez nous. La semaine dernière, j'ai capté ça, j'ai envoyé ça au ministre de l'Environnement, j'ai envoyé ça à tous mes collègues pour leur montrer à quel point le fleuve Saint-Laurent était magnifique avec sa biodiversité, mais qu'il fallait davantage faire pour la protéger. Voilà. Donc, je me suis servi de ces images pour sensibiliser tout le monde. Effectivement, les changements climatiques ont des impacts un peu partout. Puis, vous savez, à Baie-Saint-Paul, on est 1 an plus tard, là, avec les fameuses inondations. Comment vous pourriez qualifier le soutien du fédéral à Baie-Saint-Paul ou auprès des sinistrés des inondations? À quoi ça ressemble comme soutien? Comment vous pourriez nous qualifier ça jusqu'à présent, 1 an plus tard? C'est lent. Le mot, c'est lent. Si vous vous rappelez, l'année passée, j'avais moi-même initié qu'on rencontre la municipalité, les conseillers et tous ceux qui sont concernés, les représentants, avec les différents partis au gouvernement fédéral, c'est-à-dire j'avais mobilisé Joël Godin au Parti conservateur, M. Duclos, ministre, et moi-même, on a rencontré tout le monde ensemble. Alors, il ne pouvait pas avoir la défaite de dire on n'était pas là ou j'ai pas eu l'information. On a eu tout ensemble l'information. Et donc, ça a permis au moins ça. Et je me suis dit, ça va accélérer le traitement du dossier. L'aide que la municipalité a demandé, entre autres, qui est de l'ordre de 20 millions de dollars pour aider à pallier aux différentes réfections qui concernent le fédéral. Maintenant, ça a pris du temps. J'ai d'ailleurs invité les maires à venir sur la colline. On en a profité pour faire quelques rencontres avec les ministres interpellés par ce dossier. Et donc, le maire de Baie-Saint-Paul a pu rencontrer M. Rodriguez et ça a accéléré les choses.
on est content. Il y a eu une réponse la semaine dernière et donc on est content. Mais je me suis permis de leur dire, écoutez, faut monter sur la colline, faut faire 3-4 interventions pour que les choses arrivent, alors qu'on nous a dit que c'était urgent. Le mot urgent, ça n'a pas la même définition pour nous autres que pour eux autres, ça a bien l'air. Parmi les autres urgences, là, il y avait cet été beaucoup de demandes pour les programmes d'emploi d'été, parce que c'est urgent que nos jeunes se trouvent de l'emploi pour l'été. Vous avez encore connu cette année des diminutions au niveau des budgets qui sont alloués dans la région? On n'a pas une grosse diminution chez nous. Ça a été pire dans certains autres comtés. Okay. Mais c'est comme un peu le statu quo. Je pense que c'est 10 000 $ de moins. Mais dans les faits, tout augmente. Les salaires, c'est des enjeux importants. Vous savez, la députée fédérale a des priorités pour allouer les emplois été Canada. Oui. Donc, moi, mes priorités, c'est le communautaire, c'est les banques alimentaires, c'est les entreprises en démarrage. Et donc, malheureusement, le culturel également. Donc, malheureusement, les sommes ne sont pas, je dirais, indexées au coût de la vie, à l'augmentation des salaires, ce qui fait qu'on est obligé de réduire, nous, les allocations qu'on donne à chacun pour être capable de maintenir un certain degré d'aide. Mais ça se traduit par une diminution du nombre de semaines, parce que c'est le salaire minimum qui est donné dans le cadre de ce programme-là, je crois? Oui, mais je pense que c'était à la discrétion de l'entreprise. Je ne suis pas certaine que c'est le salaire minimum, mais il faudrait que je vérifie. Ce qui est précieux, ce qui est précis dans ça, c'est que proportionnellement, quand on aurait des demandes pour 2 millions de dollars, on a 564 000 $ à répartir. C'est sûr qu'il faut couper quelque part. On veut continuer d'aider tout le monde qu'on aidait par le passé. Donc, dans les faits, les gens, ce qu'ils voient, c'est qu'on a réduit les semaines, on a réduit les montants pour être capable de maintenir l'aide. Au cours des derniers... C'est ajusté en fonction de l'inflation puis des exigences salariales et du coût de la vie, évidemment, que pour inciter aussi les jeunes à appliquer sur ces postes-là davantage. Donc, il faut que l'avantage salarial soit là. Dans un autre ordre d'idées, un peu partout, là, présentement, on se plaint. Au Québec, ça se plaint à l'Assemblée nationale, ça se plaint beaucoup des ingérences du gouvernement fédéral, notamment en matière d'immigration. Comment ça se vit à Ottawa d'avoir de voir un parti qui a aussi peu de considération pour les champs de compétences du Québec, puis ça, c'est l'Assemblée nationale qui le dit, là, comme tel. Comment vous vivez ça à Ottawa, cette espèce d'intrusion qui se fait présentement? On a eu hier une journée d'opposition du Bloc québécois là-dessus. Oui. Et je peux vous dire, sincèrement, il y a juste le Bloc québécois qui s'occupe de ça. Les conservateurs ont voté contre, les libéraux ont voté contre, évidemment, le NPD a voté contre. Mais l'ensemble des provinces du Canada nous entendent là-dedans. Donc, il y a quand même un écho qui se fait, mais on voit bien que les conservateurs ne veulent pas embarquer dans ça. Et c'est très surprenant parce qu'ils disent plein d'affaires, puis le contraire. Donc, c'est toujours un peu la signature conservatrice. Dans les faits, on demande au gouvernement, et je veux que les gens comprennent bien, oui. On arrive en sauveur après avoir appauvri les provinces. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a plein d'analystes gouvernementaux, fédéraux qui le disent. En ce moment, si on maintient cette façon de faire, on continue d'appauvrir les provinces pour augmenter la centralisation et s'ingérer dans les compétences du Québec et des provinces et des territoires. Et c'est là, nous, où on lève le drapeau parce qu'on se dit, écoutez, on ne peut plus tolérer le fait que le fédéral est rendu dans Hydro-Québec. Écoutez, Hydro-Québec... ça va me prendre des explications là-dessus. Là. Comment le fédéral est rendu dans Hydro-Québec? C'est assez complexe, mais le fédéral pose des conditions. Alors, il va verser du soutien, et c'est une nouveauté, parce que toujours, le fédéral en ce moment soutient toutes les autres initiatives hydroélectriques au Canada, mais il n'a jamais donné une scène pour Hydro-Québec. Et là, tout à coup, il se dit, oui, je vais donner, mais il va falloir que vous contrôliez ce tarif-là, il va falloir que vous fassiez ça. Et c'est comme ça qu'il s'ingère dans la gestion des compétences des provinces. Et c'est très malsain. Et j'oserais dire, c'est un peu sournois. Et c'est fait un peu en catimini. Et si le Bloc se lève pas pour signaler ça, pour s'élever contre ça et le dénoncer, oui. Ben, monsieur, madame, tout le monde,
voient ça comme si le fédéral arrivait comme un sauveur. Moi, je vais vous dire une affaire. Si depuis des années, le fédéral avait rempli ses responsabilités, ses compétences à lui en matière d'immigration, en matière de pension pour les personnes âgées et le reste, la santé, si le fédéral avait subventionné, aidé la santé telle qu'il est obligé de le faire, telle que sa constitution lui dicte, qui est de l'ordre de 50 %, on demandait 35 %, on a eu 23 %. Dans les faits, le Québec aurait eu 6 milliards cette année pour soutenir la santé. Il y a eu 900 millions qu'on attend toujours. Donc, tout ça appauvrit les budgets du Québec et ça se répercute chez les gens qui sont plus capables d'avoir des... On en aurait un service. On aurait modulé notre service, notre soin dentaire si on avait les moyens de le faire. Mais non, le fédéral retient l'argent des contribuables québécois, retient l'argent et après donne des petites grenailles en sauveur pour dire voici mais comment là-dessus, ce qui est particulier là-dessus, c'est que dans un État, je vous le dis là, de vigilance extrême. Mais ce qu'on comprend, puis vous le dites, c'est que présentement, le climat à Ottawa fait en sorte qu'il n'y a personne qui se préoccupe de ces ingérences-là, parce que c'est pas la chanson que l'on entend quand on écoute là, les travaux et qu'on voit ce qui se passe à Ottawa. Il y a vraiment un changement de ton là, qui est arrivé depuis... Vous êtes à votre 3e année là, depuis la dernière élection. Il y a vraiment un changement de ton. On dirait que vraiment, on n'est plus dans le même contexte politique. Les libéraux envahissent les compétences. Les conservateurs sont complètement ailleurs. Parlez-moi un peu de ce nouveau contexte politique dans lequel vous évoluez ou de ce contexte changeant, je dirais, dans lequel vous évoluez. C'est pathétique. On se dirait des fois, je pense que les cours d'école se comportent mieux que ça. On voit des chefs de parti se faire expulser parce qu'ils ont utilisé des termes non parlementaires. On voit des présidents d'assemblée de francophonie qui se font dire qu'on essaie de ramener à l'ordre malgré, évidemment, toutes sortes de techniques procédurales qui font en sorte que les choses ne peuvent pas se passer. Mais dans les faits, on voit une détérioration de la qualité au niveau des échanges. On est en campagne électorale, mais de la petite campagne électorale, avec des agissements très bas, des petits slogans de 3 mots, prendre les gens pour je veux dire, sous-estimer la capacité des gens de comprendre ce qui se passe. Et il y a quelque chose de très... psychosocialement, ça devient... propice à une perception de plus en plus négative de la politique, de l'exercice politique. Et c'est l'inverse. Ce que moi, je prône depuis que je suis en politique. C'est l'objectif pour lequel je me suis engagée en politique, c'est de réconcilier les gens avec la politique, ramener la confiance, leur démontrer qu'on travaille sincèrement dans un objectif ultime, c'est d'améliorer les choses. Et on voit tout le contraire dans cette Chambre des communes. Et heureusement que le Bloc se lève de temps en temps pour rappeler tout le monde à l'ordre. Oui, vous allez aussi... oui, si vous permettez, vous allez également là-dessus. Vous entrez dans votre dernière année de mandat, d'un mandat de 4 ans, même si c'est un gouvernement minoritaire. Moi, j'ai 2 questions là-dessus. Est-ce qu'on peut compter sur votre participation aux prochaines élections fédérales? Allez-vous vous représenter? Et puis, comment vous allez faire pour rencontrer vos électeurs cet été afin d'assurer votre réélection? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, je vais être présente, comme d'habitude. Je vais être présente. J'ai fait toutes sortes d'activités l'année passée. On a bien ri parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée sous un orage. Donc, vous entrez en mode préélectoral, là? Nous autres, on est tout le temps sur le terrain, le Bloc. Le chef fait du millage, ça se peut pas. Il passe son temps, les fins de semaine, il est toujours en quelque part, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, au Lac-Saint-Jean, dans le nord de Montréal. Et il y a chez nous cette volonté profonde d'aller chercher sur le terrain l'heure juste, la réalité des gens, puis de ramener ça à Ottawa. Et je vous invite encore une fois à venir soit sur la page Facebook Caroline Desbiens-Bloc, ou d'aller écouter nos débats en Chambre des communes. Vous allez voir ce qu'on fait et comment on prend à cœur et comment on défend le Québec et qu'on arrive parfois à certaines victoires, comme le fait
En ce moment, le ministre de l'Immigration a décidé de rencontrer les provinces pour évaluer avec eux leur capacité d'accueil. Et ça vient du Bloc, je vous le dis. On s'est levé, je ne sais pas combien de fois pour lui demander ça. On l'a eu. Et maintenant, on attend les résultats. Caroline Desbiens, on comprend que vous serez là aux prochaines élections pour défendre votre bilan? Absolument, absolument. J'adore ça bien plus que je pensais. Et je me rends compte que j'ai un amour inconditionnel pour la région, pour l'avenir des enfants, pour tout ce qui concerne le beau développement de notre région, qui rayonne à travers la planète, je vous le dis, et dont je suis extrêmement fière. Et je ne cesserai pas, tant qu'on voudra de moi, je serai là, j'adore ça. Alors, bon été, Caroline Desbiens, et au plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci de m'avoir reçu et bon été à vous autres aussi. Je sais que vous faites un travail exceptionnel sur le terrain. On vous voit partout. Merci beaucoup. C'est exceptionnel et précieux. Merci. Au Québec, en 2024, déjà 13 femmes sont décédées des suites de violences conjugales ou sexistes. Une fois de plus, le comité Les Voix féministes de Charlevoix organisait 2 grands rassemblements dans les centres-villes de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie pour dénoncer ces féminicides. Le comité Les Voix féministes de Charlevoix menait ce jeudi des actions citoyennes sur le territoire charlevoisien pour dénoncer 2 nouveaux féminicides survenus dans la province au cours de la dernière semaine. Cette mobilisation visait également à rendre publiquement visible la violence faite aux femmes. Juste pour introduire, en fait, les organismes qui organisent cette action collective-là qu'on connaît aujourd'hui, c'est le comité Les Voix féministes de Charlevoix. Donc, on est un comité de concertation qui regroupe 4 groupes de femmes. Donc, nous, le Centre des femmes de Charlevoix, la Maison La Montée, le Calax de Charlevoix et le Centre Femmes au pluriel. Et je veux aussi préciser que présentement, en simultané, il y a une action qui se déroule à la Malbaie et il y a aussi une action à Québec. Okay. Donc, nous, on fait partie d'un regroupement qui s'appelle le Regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale, qui regroupe plusieurs dizaines d'organismes. Et l'idée est issue du regroupement. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de commencer à faire des actions un peu plus régionales ici dans Charlevoix pour agir à notre façon, nous aussi. Sous la force de l'union, ces actions concertées permettent aux organismes d'ici et de l'ensemble du territoire de la capitale nationale de faire résonner leurs revendications à travers différents paliers de pouvoir. Donc, oui, il y a un écho qui se fait au niveau des élus parce que le regroupement, donc le regroupement dont on fait partie, a le pouvoir, en fait, d'amener des informations à Québec, plus au niveau de l'Assemblée nationale, faire de la pression au niveau des élus pour faire valoir, en fait, ces féminicides-là, en fait, pour dénoncer, en fait, la violence qui est faite aux femmes. En plus d'être présents dans les écoles de la région, les différents organismes ressources misent sur une diversité de mesures afin d'éduquer et de sensibiliser la population face à cette problématique sociale. Ici, on a une action, on fait des actions collectives, mais on va aussi avoir un volet plus éducation, sensibilisation qu'on va travailler dans nos organismes par l'entremise de notre mission, aussi de l'intervention individuelle directement, de l'aide directe auprès des femmes. Donc, et aussi, on a un volet un peu plus politique. Donc, si on siège sur des comités de concertation, bien, nos regroupements vont également faire des pressions au niveau politique. Donc, on agit de différentes façons, mais c'est certain que d'en parler à différents paliers, plus à un niveau microsocial, mais à un niveau plus macro, bien, ça fait une différence. C'est ça qui va faire une différence. C'est ça qui va changer tranquillement la mentalité des gens, que la violence conjugale, c'est pas un problème privé. C'est un problème public, c'est un phénomène de société, donc il faut le travailler de manière plus large. Contrairement à certaines croyances populaires, l'arrivée des belles journées estivales n'influence pas l'enjeu de la violence dirigée vers les femmes. En tout cas, si je peux vous dire, j'ai eu une rencontre avec d'autres organismes femmes dans la région. La Maison La Montée, actuellement, c'est plein. Donc, même s'ils ont doublé leur capacité, là, ils sont rendus à 12 places, donc c'est plein. Le Calax, c'est la même chose, donc les demandes. Dans les centres femmes aussi, il y a beaucoup de demandes. Donc, il n'y a pas une baisse des demandes, malgré l'été qui s'en vient. Des fois, on a l'impression que les gens vont mieux. Oui, mais c'est pas le cas. La violence conjugale, ça n'a pas rapport avec le fait d'aller mieux ou pas, avec le moral. C'est un problème social. Donc, c'est un problème
peut pas être réglé en privé, mais qui c'est pas un problème individuel, Ouais. c'est un problème collectif. Le comité Les Voix féministes de Charlevoix compte poursuivre sa mobilisation aussi longtemps qu'il le faudra. Nous, on va continuer tout le temps. Donc, c'est une action qu'on tient à faire, puis on va pas lâcher. Donc, les 4 groupes de femmes ici dans Charlevoix, on est très motivés. Ouais. Donc, on va continuer tout l'été en espérant qu'il n'y ait plus de féminicides. La situation actuelle pour l'année en cours est profondément alarmante. À titre comparatif, 15 féminicides ont été commis l'an dernier sur le territoire du Québec. Depuis le début de 2024, ce nombre s'élève à 13 victimes présumées. La population charlevoisienne est invitée à se joindre à ce mouvement de visibilité et de dénonciation. C'est grave. C'est une C'est grave grave problématique. vraiment ce qui se passe là. Donc, on va continuer, on va rester ici. Puis s'il y a des femmes, des hommes, des personnes qui veulent se joindre à nous, venir ici, suivez notre page Facebook, joignez-vous à nous, là, ça va nous faire plaisir d'avoir de l'appui de la population et des élus aussi. Le Centre de l'émeu de Charlevoix est une institution reconnue dans la production et la valorisation des produits de l'émeu. La propriétaire Raymonde de Tremblay est maintenant prête à passer le flambeau et entame une démarche de reprenariat. Voici notre reportage. Le Centre de l'émeu de Charlevoix propose une offre touristique et éducative destinée aux visiteurs qui souhaitent découvrir une ferme unique en son genre au Québec. D'abord, c'est sûr que nous, on propose une activité qui est... ça fait 27 ans qu'on est parti l'entreprise ici à Saint-Urbain. Puis, il y a 27 ans, quand je suis partie, il y avait 122 producteurs d'émeux au Québec, de répertoriés au MAPAC. Maintenant, on est rendu les seuls propriétaires d'émeux. Je suis la seule qui a une ferme d'émeux ici au Québec. Donc, ce que j'offre à la clientèle, c'est vraiment de connaître l'animal du début à la fin. Tu vois, du poussin aux reproducteurs ou aux adultes, en passant par la poussinière, l'incubation. Ça fait que je leur offre de connaître ce que c'est que l'animal et ses particularités. Parce qu'il y a plein de particularités avec l'émeu. Aussi, au niveau de... Puis, je leur fais visiter, je leur fais entendre les sons, tu sais, c'est tout le côté que je leur fais découvrir cet animal-là. Au cours des dernières années, le centre a également développé un volet gastronomique qui met en valeur la viande de l'animal. En somme, avec mon émeu, je fais 2 produits dérivés majeurs. Il y a la viande d'émeu. Ce pourquoi je suis dans l'émeu, parce qu'il y a 27 ans, j'étais diététiste. Puis comme diététiste, moi, ce qui m'a accroché énormément dans l'émeu, c'est la viande d'émeu, qui est 2 de gras, faible en cholestérol, riche en fer, zinc, protéines, puis qui a un goût doux entre le bœuf et le canard. Donc, c'est une belle viande qu'on peut apprêter de diverses façons. Donc, ça, c'est une façon de les faire connaître ici. Maintenant, avec l'Économusée de la Villierge, on s'est installé une aire de restauration. Donc, les gens peuvent goûter à ce que c'est que l'émeu, manger sur place et compléter leur expérience. La transformation de l'émeu permet également l'obtention d'une huile naturelle de grande qualité. L'autre produit que l'émeu donne, il y a 27 ans, j'avais de la misère à penser que ça pouvait être vrai. C'est l'huile d'émeu pure. C'est le gras de l'émeu qui est transformé en huile puis qui va avoir toutes ses propriétés de hydrater, cicatriser, régénérer puis être anti-inflammatoire. C'est vraiment une huile à découvrir qui convient à monsieur et madame, tout le monde, au bébé naissant, à la personnalité, en passant par la femme enceinte. Ouais. Puis il y a très peu d'intolérance, d'allergie à ce produit-là. Là. Okay. C'est vraiment le produit phare de l'émeu. La propriétaire et fondatrice du centre est arrivée à un moment de sa vie où elle aimerait passer le flambeau de son entreprise tout en accompagnant de près la personne qui se portera acquéreur du site agrotouristique. Après 27 ans, c'est sûr que ça fait 27 ans. Dans ma famille, je n'ai pas personne d'intéressé qui puisse par l'entreprise, c'est pas de relève dans mon entreprise. Puis, j'ai à cœur de pouvoir assister la personne, les gens qui vont reprendre l'entreprise. Parce que je ne veux pas faire une vente pour dire « je m'en vais », là. Pas pour moi donner les clés puis m'en aller, c'est pas du tout ça. D'assister. De l'assister. Madame Tremblay se rendrait disponible à travers les différentes saisons de l'année pour transmettre ses connaissances aux nouveaux propriétaires. Parce que pour ma ferme, moi, je dis qu'il faut faire
un tour d'horloge, que je veux dire pour chaque trimestre. Parce que moi, ici, chaque trimestre, c'est différent. L'hiver, c'est la reproduction. Le printemps, on est en incubation, en éclosion. L'été, c'est avec les reproducteurs, c'est au niveau l'agrotourisme, tout ça. Donc, l'automne, c'est une autre saison. Il faut que tout soit prêt avec nos émeutes. Tout rentre à l'intérieur. Donc, ici, il y a vraiment... La saison, c'est jamais pareil. Cette décision fut longuement réfléchie par la fondatrice de l'établissement, devenue un incontournable au cœur du village de Saint-Urbain. Dans cet esprit-là que j'ai commencé, après mûre réflexion, parce que c'est pas une décision qui se prend. C'est facile à prendre, oui. Non, non, tu dis, écoute, là, moi j'ai parti de ça avec 40 émeux là, que j'appelle dans le champ, là. Tu sais, c'est... puis là, on est rendu justement avec l'économusée, 2 gammes de produits complètes, 400 émeux ici à la ferme. Tu sais, c'est toute la transformation, notre C1 et tout. Donc, tu sais, il faut que tu aies cheminé pour dire, oui, je suis capable là, de passer à autre chose. Madame Tremblay verrait également une équipe formée de plusieurs personnes reprendre les rênes de son entreprise. S'il y a des gens intéressés, vous serez là pour les accompagner. Oui, je vais tout à fait être là, tu sais, soit en multigénérationnel. Maintenant aussi, il y a beaucoup d'associations, des fois de jeunes. Tu vois ça dans les microbrasseries, ils se réunissent 3, 4 personnes pour partir leur entreprise. Okay. Bien, ici, parce que, veux pas, tu as de l'intérêt de la ferme, tu as de l'intérêt pour la transformation, tu as un intérêt qui doit être pour la vente des clientèle. Produits. Tu sais, il faut que tu aies une ouverture sur tout ça, puis l'ère de restauration. La reprise de l'établissement permettrait à sa propriétaire actuelle de se consacrer à de nouveaux projets. Une affaire que j'aimerais faire, là, rapidement, d'abord me reposer, puis 2, voyager un peu. C'est bien mérité. Parce que depuis... disons, depuis vraiment le décès de ma mère, ça fait une dizaine d'années, puis que mon frère soit parti, je me suis retrouvée seule propriétaire au centre de l'émeute Charlevoix. Donc, c'est sûr que les vacances, ils sont plus courtes, plus espacées. Et donc, c'est sûr que ce qui fait que ça, c'est un volet que j'aimerais. Puis par la suite, je vais te dire, des projets, c'est pas que j'en ai pas, j'en ai plein. Puis tu me donnerais 10 ans de moins, puis je parlerai pas de repreneur, là, tu sais. Ouais. Moi, c'est dans vraiment un esprit de dire, j'ai la santé, je veux que ça se fasse dans un état où c'est pas une vente de feu, tu te vends, tu peux accompagner les gens. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. La ferme Éboul-Montaize, sous la gouverne de Gabriel Cadieux-Gagnon, multiplie les offres et les projets. Ces derniers jours, c'est 170 agneaux qui ont vu le jour dans ces installations. Notre équipe est allée sur place pour en apprendre davantage. Depuis quelques années, la ferme Éboul-Montaize, située au cœur du village des Éboulements, développe une offre agro-touristique diversifiée pour les visiteurs de la région et de l'extérieur. La propriétaire, Mme Gabrielle Cadieux-Gagnon, nous parle des multiples volets de son entreprise. Nous, on a une ferme de production ovine, donc de moutons à la base, que j'ai diversifiée quand j'ai racheté la ferme de mes parents avec du porc, de la volaille, du lapin. Notre particularité, c'est qu'on envoie tout à l'abattoir, puis on rapatrie ici pour faire la boucherie. Fait qu'on fait tout, puis on a notre cuisine de transformation. Fait qu'on fait toute notre boucherie, notre cuisine de transformation et la boutique à la ferme. On vend pratiquement tout à la ferme, sauf quelques produits qu'on vend en livraison direct chez le client. Québec-Montréal, là, que je fais peut-être 6 à 8 fois par année, dépendamment des années, quand je monte aller-retour, puis je vais livrer directement chez le client. Puis sinon, bien, quand les gens ils viennent sur le site, bien, il y a la boutique. Et il y a des sentiers pédestres qui sont disponibles. D'ailleurs, le paysan fait partie des 5 sommets là, cette année. Donc, il y a un stationnement à l'arrière l'été. On peut stationner à la boutique ou à l'avant l'hiver. Puis, les gens peuvent gratuitement là, aller sillonner les terres ici. La ferme s'emploie aussi à produire des fruits et des légumes qu'elle met en vente libre-service. Tout ce qui est du maraîchage, je travaille en partenariat avec le marché ambulant puis l'Association des maraîchers. Fait qu'il y a une petite cabane libre-service en avant de la boutique qui est ouverte 24 heures sur 24 à partir de la mi-juin, normalement jusqu'à la fin octobre. L'entreprise a revu son modèle d'affaires au cours des dernières années afin d'aligner davantage
sa production sur des valeurs d'humilité et de proximité des clients. T'sais, des fois, je suis propriétaire de la ferme Montaise, oui, mais après ça, je possède les lieux, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de possession au sens où on emprunte la terre le temps qu'on est là, puis après ça, bien, c'est plus nous autres qui est là. Fait que comment qu'on fait? Bien, c'est à petite échelle, c'est de proximité. J'ai réduit le cheptel de moutons. La ferme promeut également l'entraide et la coopération entre agriculteurs. Je travaille en partenariat avec 2 autres fermes, la ferme Saint-Ours et la ferme Petite Bergère, qui me fournit aussi un peu d'agneaux dans les temps où, tu sais, comme là, je viens de faire mes naissances d'agneaux, là, on vient de finir, ça fait quelques semaines, fait que j'ai plein de petits dans la ferme, mais tu sais, j'en ai pas suffisamment pour fournir mon année complète. Fait que là, eux autres, ils vont tous être prêts en fin juillet, août, septembre, octobre, un petit peu novembre, décembre, là, les prochaines qui s'en viennent dans 2 semaines. Le reste de l'année, là, souvent, je vais venir me fournir avec Lauriane et Paul-André, là, qui vont venir compléter ça. C'est un travail d'équipe. PA, il est toujours en train de répondre au téléphone pour me répondre à mes questions puis répondre à toutes les interrogations que j'aurais sur des soins que je devrais porter ou qu'est-ce que je devrais faire avec tel cas d'agneau. Puis les vétérinaires, c'est la même chose. Là. La valorisation des produits issus de l'élevage est également au cœur des priorités de l'établissement. La transformation alimentaire complète qui est proposée aux clients s'inscrit dans cette approche de l'agriculture. Je fais peut-être une trentaine de porcs par année, souvent commercialisés en entier. Les gens achètent le porc entier. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ça? Ou en demi, là, déjà tout découpé. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on fait plus que, tu sais, il y a des gens qui font les porcs en demi, tout ça, partout au Québec. Mais nous, ce qu'on offre à notre client, c'est de transformer les os en bouillon, de faire de la tête fromagée avec la tête, de leur faire des porchettas de tête avec ça, de leur faire les bouillons, de faire le bacon, tout ça, sans frais supplémentaires par rapport aux frais qu'ils payent. Fait que oui, ça coûte quand même un certain prix parce que les animaux sont au champ l'été. Mais c'est ça, ça donne un produit clé en main. Même chose pour l'agneau. Dans un certain respect de l'animal, là, tu valorises aussi ouais. toutes les parties. La ferme s'applique également à développer des pratiques de production animale plus respectueuses de l'environnement. J'utilise les criblures des belles récoltes pour... ça, dans le fond, c'est le déchet du résiduel des grains de riz d'avoine qu'ils font pour faire leurs flocons d'avoine. Bien, ça, je l'utilise pour venir supplémenter mes animaux, en plus de l'avoine et de l'orge que j'utilise pour les grains. Les cochons, même chose. Je vais réutiliser la fin de... Tu sais, quand les moutons ont des rejets de foin, là, dans le fond, ils veulent plus avoir la fibre, mais ils prennent comme tout le verre du foin. Je vais prendre ces rejets-là puis je vais les donner aux cochons comme litière, mais ils vont aussi en manger, là, au travers de ça. Ils le voyagent, puis ils le grignotent et le déchiquettent. Fait que ça fait un porc qui a mangé quand même de la verdure, même si les cochons sont des suidés puis qui mangent du grain à la base. Donc, il y a beaucoup de recyclage, dans des pratiques plus écologiques de l'agriculture. Oui, je le fais dans un souci d'économie circulaire, je le fais dans un souci de gaspillage. C'est pour ça aussi que j'ai réduit le nombre de têtes puis que je fais vraiment une agriculture à petite échelle. Oui. Parce que quand tu le fais à trop grosse échelle, bien, il faut que tu prennes des décisions d'affaires qui n'ont pas nécessairement la possibilité de pouvoir le faire. Fait que tu prends moins des décisions justement avec le cœur. Durant les dernières semaines, la ferme Éboul-Montaise a également vu naître 170 agneaux au sein de son établissement. Cet heureux événement entraîne toutefois une organisation et une charge de travail importante pour ses propriétaires. C'est sûr que moi, je suis en bâtiment froid pour cette période de naissance-là. Là. Fait que c'est un bâtiment, en fait, qui est tempéré à température. C'est une serre, un dôme. C'est une serre, dans le fond, qu'on peut ouvrir les panneaux de côté. Fait que ça fait une température qui est le fun parce que ça préserve des micro-organismes qui pourraient proliférer quand c'est encore frais. Fait que le fait que j'ai mes naissances en mars-avril, c'est quand même bénéfique pour moi à ce niveau-là. Par contre, bien, il faut que je m'assure d'avoir des lumières partout dans mes parcs. Il faut que je sois en hyper-vigilance au sens où j'ai pas de caméra parce que j'ai pas assez d'animaux pour être capable de me payer ça. Donc, c'est l'humain qui se déplace. J'ai des bénévoles qui sont là sur place, qui viennent faire des tournées pour moi le soir. Parce qu'il y a plus de soins à apporter nécessairement à l'agneau par rapport au petit veau de la vache, par exemple. Bien, souvent, c'est ça. C'est que les races ont été sélectionnées pour faire plus de bébés. Une brebis, ça a 2 pieds, ça a 2 mamelles sur son pied. Ce qui fait en sorte que, normalement, elle va bien nourrir 1 à 2 bébés, mais rendu au 3e, au 4e, même si c'est une bonne laitière, bien, des fois, ça va être trop de digestion. Il va en avoir un qui va être plus faible. C'est surtout, au fait, ils arrivent quand même à bien élever leur bébé, mais c'est surtout d'être là pour surveiller et observer tout le temps pour s'assurer que s'il y en a un, justement, qui a une petite descente, que tu vois que son dos est courbé un peu, que tu vois qu'il grelotte un peu, tu sais, que tu vois qu'il est pas, il gambade pas comme les autres, bien, que tu sois là pour faire comme, OK, lui, je vais le mettre à l'écart, je vais le mettre à la chaleur à 20 degrés, on va y mettre des lampes, on va lui donner du colostrum, on va le supplémenter. Pour l'été à venir, l'entreprise planche sur de nouveaux projets.
notamment le retour d'une offre alimentaire au sein de sa boutique. Une dinette devrait ainsi voir le jour durant les prochains mois. Au moment de la pandémie, je voulais réouvrir l'offre alimentaire ici à la boutique. Puis finalement, j'ai juste grossi la boutique puis j'ai enlevé le volet alimentaire. Puis là, je trouvais que ça manquait parce qu'il y a des produits que je veux faire découvrir puis que si tu les sers pas, tu sais, nous, on revalorise tous les os, les bouillons, les têtes, tu sais, tous les abats et tout. Mais quand tu les sers aux clients transformés, offerts comme ça, bien, les clients, ils embarquent là-dedans. Tandis que quand tu le mets au comptoir, tu sais, les bouillons, bien, je les écoule pas toutes, tu sais. Fait que oui, je les écoule dans le soupe à l'oignon au marché de Noël ou des trucs comme ça, tu sais, je finis toujours par... Mais ça reste que je reste avec un stock d'inventaire, fait que je pourrais en faire encore plus que qu'est-ce que je fais. Donc peut-être... Fait que la dinette risque d'arriver. Ça risque d'être des soupes, bouillons, trucs réconfortants, des planches de charcuterie, de nos charcuteries qu'on a, des planches de fromage avec les fromagers du coin, mais aussi du fromage de lait de brebis à partir de lait de brebis d'un peu partout au Québec, mais principalement ceux-là de Madeleine et Alex du Migneron. Malgré le fait que le projet soit encore en développement, la propriétaire invite la population à rester attentive aux réseaux sociaux de la ferme durant les prochaines semaines. Pas trop d'attente à avoir. Mais il n'y a pas trop d'attente à avoir, mais il y a quand même un très gros plan de match qui est mis en branle. Mais après ça, est-ce qu'on va être capable de l'ender et de le concrétiser exactement cet été? Ou est-ce que ça va être à la mi... Bien, on aimerait vraiment beaucoup une ouverture pour la mi-juin, mais c'est ça, il faut surveiller les réseaux sociaux pour ça. C'est ce qui conclut ce dernier bulletin de la saison régulière de TVCO. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.